Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons humer l'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi. Les odeurs s'écrivent-elles? Elles s'écrivent, oui. Du moins, Ryoko Sekiguchi écrit les odeurs. Ressentons cet appel des odeurs et cela suscite un livre qui mêle des récits et un carnet des odeurs. Les récits, on les voit en écriture droite et en italique. Le carnet qui inspire en partie ces récits qui sentent bon ou mauvais et qui tentent de dire ce que c'est que l'odeur, ce qui n'est pas simple. On voyage avec Ryoko Sekiguchi dans différents endroits. Voilà comment commence le livre. Depuis quand avait-elle commencé à tenir un carnet des odeurs? Elle ne s'en souvenait pas exactement. Ce qui était certain, en revanche, c'est que sur les pages qu'elle noircissait, comme le faisaient en ce temps-là toutes les petites filles, figuraient déjà des descriptions ou la liste des choses qu'elle avait senties au cours de la journée. Au début, elle consignait uniquement les odeurs inconnues, étranges qu'elle avait remarquées, ou celles qui lui avaient plu. Parfois, elle notait les mots odorants trouvés dans les livres, ou des passages consacrés aux odeurs. Donc un carnet où on noterait des listes d'odeurs. Il y a quelque chose qui est dans la grande tradition japonaise, on pense aux notes de chevet de Sei Shonagon, où il est peut-être question d'odeur. Il faudrait aller les relire avec l'écho de Ryoko Sekiguchi, quelques siècles plus tard. Eh bien, ici, on a donc des carnets d'odeurs, un elle, qui est ce elle, c'est sans doute l'autrice elle-même, mais peut-être y a-t-il d'autres personnes. En tout cas, on s'attache, on s'accroche, on essaye de capter les odeurs. Et on voyage à travers les odeurs, dans une bibliothèque par exemple. Certains reconnaissent à leur odeur le pain à l'épeautre d'automne, les multiples variétés de menthe ou encore les différents états du bois ou du caoutchouc. D'autres identifient au nez les stations de métro, la température de l'huile, les produits de teinture pour cuir ou pour les cheveux. Elle était de ceux qui peuvent distinguer les différents parfums de l'encre, du papier, et même de la colle utilisée pour la reliure des livres. Enfant, avant même d'avoir appris à lire, elle retrouvait dans sa bibliothèque le livre précis que ses parents lui demandaient. Il la félicitait, croyant dans leur naïveté parentale, que leur fille était un génie précoce, qu'elle pouvait déjà lire les titres ou reconnaître les images. Pourtant, il y a fort à parier que c'est à l'odeur du livre qu'elle se repérait. Une chose du moins est sûre, au cours des promenades avec son grand-père, elle reconnaissait certaines librairies spécialisées à leur odeur. Les livres russes avaient une odeur très particulière qui montait au nez en torsade, tandis que celle des livres chinois était plus plane et sèche. Tout comme les fleurs de chèvrefeuille. Les imprimeries et les ateliers de reliure sentaient plus fort à certains moments qu'à d'autres, peut-être parce que les rotatives étaient en fonction, ou l'encre en train de sécher. Ces modulations de parfums lui évoquaient le jardin familial, dont les senteurs changeaient au fil de la journée, surtout après l'arrosage, tâche dont elle aimait se charger, comme la plupart des enfants. Si l'imprimerie sentait fort, pensait-elle, ce devait être l'heure de l'arrosage du papier à l'encre. Voilà une première approche
enfantine et imaginative des odeurs. Dans cette histoire qu'on sent autobiographique, qu'on sent précisément, on sent et on ressent, même si des sens, l'odorat n'est pas celui qu'on met en avant généralement. La vue, l'ouïe, par exemple, sont mis en avant plus fréquemment, même le goût, et Ryoko Sekiguchi écrit sur la nourriture, et il y a des choses sur la nourriture qui a une odeur, sont généralement plus mises en avant, mais ici, elle s'attache vraiment à ces odeurs-là. Dans son carnet, elle pose beaucoup de questions sur les odeurs. On croit pouvoir imaginer tous les parfums de la joie, mais existe-t-il un parfum de la colère? Lorsqu'on dit sentir une présence, que sent-on en réalité? Existe-t-il un au-delà pour nos odeurs? Autant de questions que les petits récits qui interviennent tentent de préciser. Des réponses s'esquissent, elles sont incomplètes. L'odeur reste quelque chose de mystérieux. Et on parcourt le monde des odeurs. On est à Paris, on est aussi à New York, on est ensuite au Palais Royal, retour à Paris. On change d'époque. Palais Royal à une autre époque. Au Palais Royal à une autre époque encore. Dans un lit. Donc les odeurs voyagent. Il y aura Helsinki, il y aura Téhéran. Dans une chambre blanche aussi. Dans un appartement à Rome. L'odeur, dans ce lieu-là, semblait venir du petit balcon du salon. Elle s'approcha des fenêtres. Sur cette petite avancée qui supportait seulement la climatisation, flottait une odeur semblable à celle d'une maison, comme si l'on s'invitait dans un appartement d'une autre époque. Non une odeur unique, mais un ensemble d'éléments variés qui se seraient mêlés depuis des générations. L'odeur d'un vieux canapé, de bois un peu humide, des soupes du soir, de la cheminée, du papier moisi, d'eau de Cologne ancienne, de pain et de tout ce qui aurait jadis composé le logis. Un parfum qui la rendait nostalgique. Elle songea que l'odeur d'un appartement voisin, aux fenêtres grandes ouvertes, devait aussi s'inviter chez elle, et cette pensée lui arracha un sourire. Sans en connaître l'origine, elle trouvait rassurante l'idée que cette odeur pût encore exister dans ce monde, à côté de chez elle, comme la preuve de la vie dans une autre temporalité. Si, de temps à autre dans la journée, la rumeur de la ville montait jusque chez elle au 4e étage, il ne lui arrivait pas souvent d'accueillir les odeurs venues de l'extérieur. Lorsqu'elle se trouvait dans la cuisine, les effluves qui s'échappaient des appartements alentours laissaient deviner les plats qui s'y préparaient. Pourtant, rares étaient les fois où elle avait consciemment senti des odeurs, bonnes ou mauvaises, qui n'appartenaient pas à son appartement. C'était peut-être la première fois qu'elle remarquait chez elle une odeur d'extérieur. Il y a des odeurs qui traversent le temps, il y a l'imagination des odeurs, il y a les odeurs des rêves aussi qu'elle explore. Et ce livre, au cœur de la sensation, du sentir, tout d'un coup s'échappe dans l'imagination. Et puis il y a toutes ces questions, toutes ces remarques du carnet d'odeurs. Dès lors qu'on les rattache à un symbole ou à une allégorie, les fruits et les fleurs abandonnent-ils leurs odeurs? Le citron ne dégage-t-il plus son parfum éclatant lorsqu'il est associé au symbole de fidélité et de salut? Les 3 fleurs qui désignent la Sainte Trinité
perdent-elles leur fragrance? Et des questions plus graves aussi, l'odeur de la mort. La mort a-t-elle une odeur? La distance a-t-elle une odeur? Que sent-on des êtres qui sont loin dans l'espace ou dans le temps? Que sent-on des êtres qui ne sont plus là? Et puis, des questions liées à l'odeur, liées aux autres sens. Y a-t-il une odeur de l'écrivain? Dégage-t-il, durant sa pause, l'odeur de ce qu'il vient de coucher sur le papier? Et une odeur de musicien? L'odeur existe-t-elle en musique? Quelle peut-elle être? Quelle est l'odeur d'un son? Quelle est l'odeur d'Orphée? Quelle est l'odeur d'une voix? Orphée, aux enfers, va rechercher Eurydice. Il se retourne pour la voir une dernière fois. La sent-il? Et s'il l'a senti, se serait-il retourné? C'est une des questions que pose aussi Ryoko Sekiguchi. Avant de se retourner, Orphée a-t-il respiré le parfum de son épouse? On n'imagine pas qu'il suffise de changer de parfum pour changer le monde. Elle avait, pour sa part, créé presque instinctivement cette forme de salut. Ce n'était pas un moyen de lutter contre le temps. Elle prenait de l'âge comme tout le monde, et ce n'était pas ce qui la préoccupait. Porter un effluve était pour elle la façon la plus simple et la plus sûre de vivre le présent de son corps. On est quelque part près du corps, le parfum colle au corps, et dans l'esprit, et peut-être même dans l'air, dans le rêve, dans l'idée du fantôme aussi. Il y a peut-être aussi des parfums fantomatiques. Quelle est l'odeur d'un fantôme? Je ne sais pas si la question est posée directement dans le livre, mais je me la pose là, grâce à Ryoko Sekiguchi. Encore quelques questions pour terminer. Le ciel a-t-il une odeur? Le ciel étoilé a-t-il une odeur? Quelle est l'odeur du pressentiment? L'amour a-t-il une odeur? Quelle est-elle? La séparation a-t-elle une odeur? Qui se souviendra de mon odeur? D'ailleurs, quelle est-elle? Ryoko Sekiguchi, l'appel des odeurs.